Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, là, c'est la toute dernière vidéo que je sors. Oui, c'est déjà la dernière. Car après ça, je n'ai plus rien d'autre à vous proposer. Je n'ai plus rien d'autre à vous proposer d'autre, vu comment il y en a que j'en attendront. Peut-être qu'il faudra attendre quand je serai payé. Mais je ne sais pas, je vous préviendrai, soit par communiqué sur YouTube ou alors par vidéo, par photo Instagram. Donc ça, pour ça, je vous préviendrai dès que, dès que j'en aurai encore d'autres DVD. Donc voilà. Même si je sais que pour ce mois-ci, donc en février et mars, je pense que ça pourrait être très chaud pour moi, vu comment j'ai des tas de trucs à faire. En dehors de YouTube, bien sûr, en dehors de YouTube, ça il faut savoir. Et sans trop vous faire attendre, eh ben, je vais vous montrer le DVD en question, qui est le tout dernier. Attention, suspense, suspense, suspense. Survivor Series 2019. Et c'était Raw contre NXT contre SmackDown. Oui. Car on voit les triples affrontements. On voit Daniel Bryan le Fiend, Bray Wyatt, en mode avec le masque justement qu'on connaît bien tous. Et on dirait aussi un trait de ressemblance entre Jeff the Killer, hein, à force de voir la forme du visage, ou alors le visage du Joker. Ça dépend à quoi on peut s'y attendre à voir. Rey Mysterio, Brock Lesnar pour le titre. Et bien sûr, ben, le main event féminin. Becky, Shayna, Bayley, qui s'affrontent. Bien sûr pas où tous les titres sont en jeu, mais en tout cas là et là, leur titre était en jeu. Ouais. Eh ben, on va aller voir derrière. Donc voilà le main event. L'affrontement Wyatt Fiend entre Intercontinental des États-Unis et Nord-Américain, qui s'affrontent aussi à 3. 619 de Rey Mysterio sur Lesnar. La victoire, ouais, parce que ça spoil quand même, de l'équipe NXT féminin contre l'équipe Raw et SmackDown féminin. Et bien sûr, l'affrontement entre Raw, SmackDown et NXT version masculin. Voilà, en plus c'est en anglais et il dure 3h12, donc ça veut au moins tout dire. Et ça, je vais vous dire ce que je vais en penser sûrement. Donc tout d'abord, si je me trompe pas, parce que là je vois il y a trois matchs dans le pré-show, dans le kick-off. Et pour ça, je vais vous citer ça. Donc tout d'abord, c'est un match par équipe de 10 Interbridge Tag Team Battle Royale. Ah d'accord, c'était en équipe, d'accord. Moi, ce que je me rappelle, c'est que quand c'était Raw, quand c'était SmackDown ou NXT, il y avait des dominations de chaque côté. Et dans les équipes, je ne m'en rappelle plus, mais je sais bien qu'il y avait, il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal, mais sauf que je ne veux pas en citer. Mais je sais que celui qui remporte la bataille royale en équipe, c'est Dolph Ziggler et Bobby ou alors Robert Roode. Donc c'est eux qui remportent le match. Je vais pas, on va dire, trop m'attarder dessus, mais je mets un 3,20. Je le mets ça. Et maintenant, match Interbranch Triple Threat. Ouais, pour le titre champion NXT Cruiserweight. Parce que vous connaissez le titre poids moyen avec la texture violette. Parce que chez nous, on dit mauve, mais en fait, on dit violette. Ça a changé carrément de design, car il est en mode noir, bien sûr avec la plaquette grise, mais en mode NXT, ou NXT, appelez-le comme vous voulez. Les affrontements, je vais vous citer, il y a Lio Rush, le champion de NXT, contre Akira Tozawa, représentant de Raw, et Kalisto, représentant de SmackDown. Donc au moins, vous savez quoi vous attendre. Et qu'on s'attend aussi à un match explosif, c'est ce qu'on va avoir, surtout entre Lio Rush et Kalisto.
ça, il y a aucun doute. Même Akira Tozawa, hein, même Akira Tozawa, faut pas non plus l'oublier aussi, Akira Tozawa, car lui aussi peut démarrer le rythme, et des fois c'est un rythme effréné, et que malgré Kalisto et Akira Tozawa qui veulent, entre guillemets, remporter le titre, eh ben, ça ne sera pas le cas, car ce sera victoire de Lio Rush, et qui remporte la victoire, bien sûr. Je crois qu'il remportait avec son saut de grenouille, parce que c'est un frog splash. Et en plus, Lio Rush, c'est quelqu'un de assez fin, il est même pas assez, on va dire, massif. Et pourtant, on aurait dit un enfant sous cette forme. Et pourtant, bah, c'est lui qui remporte la confrontation. Et ce match-là, je lui mets 3,5. Donc ça, je lui mets ça. Et après, plus que le dernier dans le pré-show. Et après, je passe dans la carte principale. Les Viking Riders, Eric Ivar, contre le New Day, qui est Biggie et Kofi Kingston. Et Undisputed Era. Oui, un match triple menace par équipe. Oui, je me rappelle un petit peu de ça. Et dans l'équipe Undisputed Era, ben, il y avait Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Eux, c'était les champions par équipe de la NXT, vu comment Undisputed Era avait remporté tous les titres à la NXT. Et pour ça, je vais vous dire ça. Ben, il y avait Adam Cole, le champion NXT, le premier à avoir été. Ensuite, Roderick Strong, qui a remporté le titre nord-américain. Et Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Maintenant, ceux-là, donc Kyle O'Reilly et Bobby Fish, je ne sais pas s'ils sont encore à la AEW ou alors dans d'autres fédérations indie. Tandis que Roderick Strong, lui, il est encore bloqué à la WWE. Et Adam Cole, ben, lui, il est du côté de AEW. Bref, c'était une masterclass. Et pourquoi ils ont mis le délire de Raw contre NXT contre SmackDown? Eh ben, je vais vous dire ça, je suppose que vous êtes peut-être au courant. En fait, lors du dernier show en Arabie Saoudite, bien sûr un show qui était pas top, je vous déconseille de ne pas aller le voir. Car même moi, j'ai regardé, j'ai roulé des yeux tellement que c'était horrible. Le booking était totalement horrible. Eh ben, les catcheurs, ou peut-être les catcheuses, eh ben, ils étaient bloqués à l'aéroport en Arabie Saoudite. Oui, dans un pays étranger. Et quand t'es enfermé dans un pays étranger, euh, t'as envie de dire, c'est pas bon signe, ils vont peut-être nous tuer. Eh ben, ils étaient bloqués. Les pauvres, ils étaient bloqués. Et je suis sûr qu'il y en a certains qui ont eu la peur de leur vie. Parce que quand on est dans un pays étranger, tu sais pas à quoi t'attendre. À cause qu'il y a eu une embrouille entre Vince McMahon et le prince de l'Arabie Saoudite, Ben Salman. Je crois qu'il s'appelle ça comme ça. Et du coup, il y a eu le plan B. Et le plan B, c'était quoi? Ben, on ramène les catcheurs de la NXT pour envahir SmackDown. Et du côté du lundi, du côté de Raw. Donc on va envahir. Et moi, je me rappelle, l'épisode SmackDown était énorme. De voir les catcheuses de NXT arriver. Moi, je me rappelle, c'est plus Rhea Ripley avec Tegan Nox ou... Ouais, on va dire ça comme ça. Il y avait même aussi Bianca Belair. Il y avait Io Sky ou Io Shirai, appelez-le comme vous voulez. Enfin, appelez-la comme vous voulez, bien sûr. Et surtout, lors de le main event de SmackDown, qu'est-ce qu'on a eu? Adam Cole contre Daniel Bryan. Une pépite ce match. Vraiment, il y a de quoi adorer ce match. Et que c'était complètement incroyable. Vraiment incroyable de chez incroyable. Ce match-là on va dire, faire hyper. Il m'a fait hyper comme jamais. Et que je me suis dit, dommage qu'on a plus NXT. Qu'on a plus NXT. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. C'est dommage, c'est qu'on a plus les pay-per-view à regarder à la télévision. Sinon, j'aurais gardé, j'aurais kiffé comme un ouf. Et c'est mal fait, c'est que je n'ai pas eu non plus, de mon côté, bien sûr en tout cas, je n'ai pas eu la chaîne d'équipe pour voir NXT, à mon grand désarroi. Mais en revanche, on a eu NXT UK. Donc ce qui est en soi pas mal, vraiment pas mal. Mais bon. Euh, pour les pour les allez, pour les personnes en équipe, eh ben, c'est les Viking Riders qui remportent cette confrontation. Voilà, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus parce que vous me connaissez bien.
Je lui mets aussi un 3,5, donc je mets ça. Voilà. Maintenant, carte principale, et c'est l'équipe féminin de Raw, NXT, SmackDown qui vont débuter la rencontre. Donc, tout d'abord, dans l'équipe de NXT féminin, eh ben, il y avait Rhea Ripley, Bianca Belair, Candice LeRae, Io Shirai et Toni Storm. Oui, et du côté de l'équipe de féminin de Raw, il y avait Charlotte Flair, Natalia, Asuka, Kairi Sane, Sarah Logan et pour terminer, dans l'équipe de SmackDown, il y avait Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans et Nikki Cross. Donc c'était 5 contre 5 contre 5. Et si on peut exagérer ça, c'est un match à 15 personnes. Eh ben que des trucs de fou. Vraiment que des trucs de fou qui s'est passé chez les filles. Vraiment, franchement, il y a de quoi aimer le catch. Il y a vraiment de quoi aimer. Car il y a un côté magistral qui s'installe dedans. Même si je sais qu'il y en a qui voient ça d'un autre œil. Et pourtant, moi, j'apprécie de plus en plus. Et un coup que l'équipe de Raw, je crois que c'était à l'élimination. Ouais, à l'élimination. Je sais pas si c'est de l'équipe de Raw qui a été éliminée ou l'équipe de SmackDown. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est eux là, Io Shirai, Candice LeRae et Rhea Ripley qui remportent la confrontation. Et si je crois bien, en dernier, il restait que les trois ou d'autres de chez NXT, et que l'une d'entre elles, ben, Rhea Ripley, qu'elle finit le boulot sur Sasha Banks en faisant son reptile. Et que c'est elle, avec son équipe, qui remporte la victoire. Et si je crois bien, en 2019, je pense qu'ils sortaient du War Games, les catcheurs et catcheuses de chez NXT. Ah, parce que j'avais vu War Games plus Survivor Series à cette période-là. Et en plus, les pay-per-view de chez NXT, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Et du coup, j'en parle vu comment je me rappelle avoir tout vu. Surtout les takeovers, c'était incroyable tous les takeovers que j'ai pu regarder. Car le booking de Triple H est tellement bon, vraiment bon, je ne sais pas comment vous le dire mieux, mais il était tellement bon. Et que lors du War Games féminin, c'était l'équipe de Rhea Ripley qui avait remporté le match. Et en plus de ça, ben, ils gagnent le match de Survivor Series. Donc c'est incroyable quand même. Donc victoire de chez NXT pour les filles. Je lui mets un 3,60. Oui, inédit, je lui mets un 3,60. J'ai bien adoré. Bon, il y en a qui diront que j'abuse, mais je n'abuse pas pour autant à ce point-là. Voilà, je vous dis si vous me contredisez. Alors, maintenant, match triple menace des champions, bien sûr. Alors, Roderick Strong, champion NXT nord-américain, contre le champion des États-Unis, qui est AJ Styles, du côté de Raw, et contre le champion intercontinental du côté de SmackDown, Shinsuke Nakamura. Donc, un match qu'on voit ici. Pas mal, vraiment pas mal, vu comment. À savoir sur Roderick Strong, vous savez bien que c'est quelqu'un qui adore faire que des backbreakers, vu comment j'en ai parlé de lui dans Generation Next ou dans quelques CD de CM Punk, que je vous avais déjà dit, à propos de lui. Eh ben lui, son truc, c'est cassage de dos après cassage de dos. Et quand c'est pas cassage de dos, c'est frapper plus fort pour qu'on entend très très fort. Qu'on devient limite presque sourd. Tandis que Styles, on connaît, c'est un phénomène des rings. Il adore quand il faut être phénoménaux. Et Nakamura, ben lui, c'est plus du côté strong style, du côté coup de poing, coup de pied. Un peu de prise technique de temps en temps. Mais, euh, mais j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Et ben, parmi les deux, on va dire, personnes du roster principaux, vous attendez peut-être à une victoire de soit de Styles ou de Nakamura, plutôt du côté Styles, parce que c'est vrai que AJ Styles a un côté tellement, tellement méritant, tellement qu'il peut, on va dire, mettre fin des fois direct à une confrontation. Eh ben non, c'est victoire de Roderick Strong. Oui, le champion nord-américain qui arrive à bout du côté de Raw et de SmackDown, donc Styles et Nakamura.
Et ce match-là, je le mets pareil 3,60. C'est pas le même niveau, mais je mets 3,60. Car je me rappelle avoir bien adoré. Et là, pour le titre de la NXT, cette fois-ci, oui. Adam Cole, baby, contre Pete Dunne. Voilà, Pete Dunne que vous connaissez sous le nom de Butch. Ah non, merde, il est pas là ce match-là, mais c'est pas grave, je vais vous citer ça. Match de NXT, c'est vrai qu'il nous balance de matchs de NXT comme ça pour nous faire kiffer. Et surtout Adam Cole, hein. Certes, c'est un heel sadique et vicieux, mais putain, qu'est-ce qu'il est adulé. Il est tellement over par le public, sans mauvais jeu de mots. À chaque de ses entrées, le public le suit de doigt à l'œil. Et que lorsqu'il fait son fameux signe là, avec son doigt, l'air de dire qu'il va avoir un annoncement, il fait son fameux boum, et le public il suit. Il suit, ça se voit que c'est un public de connaisseurs, hein. Après, ça dépend lesquels, hein, ça dépend quel public, mais tous ceux qui ont regardé NXT savent de quoi ils en parlent. Et moi-même, je sais de quoi je parle, parce que je regardais NXT, Raw, SmackDown. Quand je trouvais que Raw faisait de la merde, ou quand je trouvais que SmackDown faisait de la merde, bien sûr, j'adorais du côté de la NXT. Parce que c'était le remède ultime pour s'intéresser au catch. Et, euh, et franchement, lorsqu'il est arrivé à SmackDown, c'est sûr, il y a eu une énorme ovation, Adam Cole, surtout quand il le suivait de doigt à l'œil, surtout quand on entendait très bien le public qui chantait I'm Cole, baby! Oh putain! Qu'est-ce que j'aimerais bien être là-bas, franchement, avec une ambiance de fou! Vraiment une ambiance de dingue, de dégénéré! C'est vrai que Adam Cole, il est vraiment impressionnant, surtout quand il se fait acclamer par le public, alors que c'est un heel, franchement. Il sait, euh, il sait comment se faire apprécier, il sait comment se faire détester, mais quel type... j'ai pas les mots pour décrire, mais quel type formidablement divertissant. Et lorsqu'il affronte Pete Dunne, c'est sûr, on connaît un peu Pete Dunne. Il y en a qui le connaissent pas, il y en a qui le connaissent plus sous le nom de Butch, mais si vous connaissez pas Pete Dunne, en fait, c'est quelqu'un qui adore brutaliser les gens. Surtout, ouais, surtout à l'image de Marty Scurll, un des différents rivaux de Adam Cole. Il adore casser des doigts. Oui, casser des doigts. Il adore le cassage de doigts. Aujourd'hui, là, il est plus du côté nerveux. Nerveux, nerveux, nerveux. En gesticulant. Vous voyez, quand ma caméra gesticule, je fais ça de temps en temps, comme ça. Voilà, comme ça. Eh ben, euh, lui, il cassait des doigts. Il cassait vraiment des doigts à la place de gesticuler dans tous les sens. Et que je me rappelle que ça, il va s'acharner que sur les doigts. Car c'est sûr que les doigts, c'est un peu les points faibles de certaines personnes. Parce qu'il manque plus que on casse un os, on peut sentir un os se retourner. Et bien sûr, il faudra la remettre en place, mais sauf que c'est dégueulasse. Et, euh, et je me rappelle même quand il demandait à la foule de se taire pour qu'on entende très très bien le craquage de doigts. Parce que des fois, le public, il dit pas un mot. C'est un peu à l'image de Marty Scurll, hein, comme je vous ai dit. Marty Scurll, c'est un ancien catcheur de la Ring of Honor, qui a déjà été champion IWGP au Japon. Lui, son truc à Marty Scurll, lui, il demande à la foule de se taire en faisant chut. Et après, on a entendu. Et après, enfin. Oh! Là qu'ils ont entendu le bruit. C'était un peu pareil. On entendait des. Oh putain. Putain, franchement. Quelle souffrance au niveau des doigts. Et quand c'est pas au niveau du doigt, c'est au niveau du dos, du ventre, des jambes, des bras, bref. Il y avait tout qui était passé. Et malgré qu'il était mal en point, Adam Cole, surtout la veille du War Games, parce qu'il faut dire il était tellement mal en point qu'il a quand même continué malgré tout et qu'il a l'énergie pour continuer.
C'est vraiment un prototype du catcheur guérisseur, hein. Et que, euh, et que malgré qu'il sait bien qu'il a été détruit physiquement bah, du côté de Wargames, eh ben, il continue la rencontre. Et que malgré que Pete Dunne a fait quelques bonnes actions, notamment en cassant des doigts, en faisant même sa prise finish, mais sauf qu'il va pas passer, eh ben, il se fait surprendre avec des super kicks, ou encore, si je me rappelle bien, euh, un Canadian Destroyer qu'il appelait le Panama Sun Drive, et qui faisait son last shot, donc un genre de Shining Weather, mais par derrière. Donc il fait son last shot pour la victoire, et c'est victoire de I'm Cole, baby! La victoire de Adam Cole. Et que c'est pas le plus mauvais, j'en suis conscient, c'est pas le plus mauvais. Et pourtant, c'était un match aussi excitant soit-il, hein, et vraiment divertissant à regarder. Ce match-là, je mets 3,70. J'ai pas le choix, je mets 3,70. Ou alors, si vous préférez, 70, voilà, 3,70. Voilà, pour mieux parler français. Et là, match suivant. Le Fiend Bray Wyatt contre Daniel Bryan pour le titre universel. Alors oui, je sais que Bray Wyatt a deux titres différents. Il y a le titre comme ça mais en bleu. De comme ça on dirait noir mais en fait c'est bleu. Mais en fait il a le titre avec son image à lui. Donc avec son visage. Comme je vous ai dit, quand on regarde bien le visage du Fiend, alors la première fois qu'on le voit, surtout, je vais un peu expliquer son histoire. Voilà, je vais un petit peu expliquer son histoire. Lorsqu'il a fait son premier retour, Bray Wyatt, oui, Bray Wyatt, eh ben, il y avait une porte, tout était décoré. Bien sûr, c'était une porte toute blanche, mais les murs étaient décorés. Et que lorsqu'il passe la porte, eh ben, on voit Bray Wyatt, un autre homme. Voilà, il a rasé sa longue barbe, il a ajusté ses longs cheveux, et il a mis un pull, il a mis un jean comme tout le monde, mais sauf que le pull, on aurait dit un prof d'histoire. Quand on voyait Bray Wyatt, on voit un prof d'histoire. Et que il nous présente, et voilà, voilà, etc. Et après, il nous présente ses marionnettes. Donc, René Rabbit, le lapin. Bon, après, c'était un lapin plutôt grotesque. On dirait qu'il a été formé de manière grotesque. Euh, La poupée noire façon gothique, je sais pas si c'était Abigail ou je ne sais pas, mais en tout cas c'était la poupée gothique, on n'a qu'à appeler ça comme ça. Et ensuite il y avait le vautour, voilà, le vautour pour suivre les charognards, et que il y avait même aussi le cochon, voilà, le cochon, il y avait aussi une marionnette de McMahon avec les cornes du diable, ça je me rappelle très bien qu'il y avait ça. Donc il mettait son patron dans les marionnettes pour le fun, quoi. Et que lorsqu'il sortait les gants Let Me In, donc laissez-moi entrer, eh ben, je me demandais, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Jusqu'à ce qu'on voit un genre de panneau de lui en carton, où il prend une tronçonneuse et il coupe son ancienne image. L'air de dire qu'il veut plus ressembler à ça de façon, on va dire un peu un look de Clodo. On va dire ça un peu comme ça. Et qu'après, les scènements poursuivent. Surtout, la fois, il y avait des enfants dans son décor, là, de Firefly Funhouse, et que on voyait lui qui sourit, mais les enfants ne souriaient pas. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle quelque chose. On dirait pas un genre de, on va dire un genre de show de télé, quelque chose comme ça. Comme si on suivait quelqu'un qui, c'est un peu de l'animation pour enfants, c'est de l'animation pour enfants, mais quand on voit les enfants qui ne rient pas, qui ne sourient pas, et qu'on voit Wyatt qui sourit et qui rigole, ben, il y avait quelque chose qui était pas normal, et je me demandais, est-ce que c'est pas un creepypasta, ça? Si vous ne savez pas c'est quoi les creepypastas, en gros, ben, ce sont ben, vous voyez les personnes, je sais pas, ça peut
Ça peut être une légende urbaine, internet ou la vie réelle, un peu comme j'avais cité tout à l'heure, Jeff the Killer. Jeff the Killer, c'est un creepypasta. Et si vous connaissez pas Jeff the Killer, en gros, c'est un genre de tueur en série qui a le visage tout blanc, avec des grands yeux bien réveillés, avec des yeux fous, bien sûr. Un sourire aussi long, je crois. Vous voyez, quand il se coupe les joues, un peu à la manière du Joker dans Le Chevalier Noir ou The Dark Knight. Vous avez sûrement vu le film The Dark Knight de Batman. Vous avez sûrement vu. Eh ben, on sait que le Joker, il s'est fait des cicatrices au niveau de la joue pour faire un grand sourire. Eh ben, c'est pareil pour Jeff the Killer. Et sa fameuse, on va dire entre guillemets, phrase fétiche, que nous on dit catchphrase, mais que lui, c'est sa phrase fétiche. Quand il faut tuer ses victimes, eh ben lui, il disait tout d'abord avec un chut. Et là, je vais faire un peu à la manière de la prise de CM Punk ou de Kenta. Go to sleep. Il disait va dormir avant de tuer ses adversaires. Avant de tuer ses victimes. Ou encore, le Slenderman, c'est un creepypasta. Oui, c'est un creepypasta, le Slenderman. Ou encore, même sur les jeux vidéo. Même sur les jeux vidéo, ça existe des creepypastas sur les jeux vidéo. Des dessins animés aussi, ça existe des creepypastas. Moi, je me rappelle qu'il y avait en creepypasta Ben Drowned. Donc, un bug ou alors une disquette piratée de la Nintendo 64 de Legend of Zelda Majora's Mask. On voit le personnage de Link qui est complètement immobile, en train de regarder avec un sourire sadique, des yeux sadiques, de manière gênante. Voilà, et il y a des images qui fusent avec des petits jump scares. Ou encore un jeu de Sonic.exe. Oui, un jeu de Sonic qui a été piraté par je sais pas, quelqu'un qui a piraté pour faire peur aux fans de Sonic ou encore faire peur à certaines personnes. Bon, bien sûr, les creepypastas, ce que je viens de dire, c'est complètement faux. C'est inventé. Je n'ai pas inventé, c'est les personnes qui ont inventé. Que ce soit en jeu vidéo, peut-être les légendes urbaines, ça peut être inventé aussi. Mais après, il y a d'autres. Hein. Même en animé, je me rappelle qu'il y avait beaucoup en animé qui avaient eu des creepypastas. Et pour ça, je vais vous citer les noms. Il y a eu le suicide de Carlo, le suicide de Mickey Mouse, la mort de Bart. Euh, il y avait quoi encore les Razmoquettes. Les Razmoquettes. Il y avait qui? Il y avait quoi? Il y avait où? Je sais bien qu'il y en a pas mal des creepypastas comme ça, mais je sais plus. Ou encore, il y avait des auteurs qui avaient fait un premier temps un dessin animé pour enfants et qu'à la fin, ben, ils tuaient les personnages totalement enfantins et que lorsqu'on voit ça, ben, on est choqué. Alors oui, forcément, je vais vous dire ça, je vais pas me cacher, je veux pas passer pour le mec qui flippe facilement. Mais en gros, les creepypastas, c'est le truc qui gâche votre enfance, que vous regardez en animé ou que vous jouez à la console. Il y a eu aussi ben, le creepypasta sur Mario 64, etc., etc., etc. Bref, vous connaissez le délire. Ou encore, ben, pas mal de jeux Pokémon. Il y a eu des creepypastas sur les jeux Pokémon. Et pour terminer, ben, une émission pour enfants. Là, on parlait de la Firefly Funhouse, qui est un genre d'émission pour enfants version WWE. Eh ben, il y avait une émission pour enfants qui s'appelait Candle Cove, qui est animée par des marionnettes. Et que, à ce qui paraît, oui, à ce qui paraît, il n'y avait que les enfants qui pouvaient voir à la télévision, mais pas les parents. Et qu'à chaque fois, quand les enfants regardaient la télévision, ils tombent sur de la neige, entre guillemets. Bref, des histoires à dormir debout. Bref, vous avez compris le délire sur les creepypastas. Eh ben, Bray Wyatt, il a compris le délire. Donc, il a pris tous les codes des creepypastas que je vous ai cités, et que lorsqu'il s'est dévoilé au grand jour, eh ben, il a dévoilé ben, le masque du Fiend.
et que ça se voit que ce masque-là, ben, on voit bien que c'est un visage de Jeff the Killer, ou un visage de Joker. Voilà, il a fait à sa sauce. Et dire qu'il voulait se lancer dans les films d'horreur. Oui, il voulait se lancer dans les films d'horreur, Bray Wyatt. Donc voilà, tout ce que vous ne saviez pas, ben maintenant je vous le dis. Et que les creepypastas, je vous dis, ça c'est le diable qui a créé, pour nous faire peur, que ce soit pour les enfants, les personnes comme nous, qui sont des adultes aujourd'hui. Bref, tout a passé sur la tête, vraiment. Donc il s'est dévoilé en grand jour. Bien sûr, il s'est attaqué à plusieurs personnes, surtout à Seth Rollins, et que je me rappelle, lors de Hell in a Cell, ça aurait pu être l'heure de Bray Wyatt. Mais il a fallu qu'un disqualification gâchait tout. Et du coup, le public n'était pas content de ce résultat de la fin du main event, et que les gens, ils ont chanté bullshit, que c'est honteux, que c'est n'importe quoi, qu'ils nous ont pas respectés. Alors, pour les faire chier, ils ont fait quoi, les fans? Ils ont dit recommencer le match. Voilà, recommencer le match. Et bien, la WWE n'a pas voulu écouter. Et bien, vu comment ils n'ont pas, on va dire, recommencé le match, et bien, ils ont chanté. Attention, ça, c'était la bonne époque où une fédération allait être créée. Et d'ailleurs, c'est cette année-là qu'elle a été créée. C'était la All Elite Wrestling, la AEW. Donc les gens chantaient AEW, AEW pour le faire chier à la WWE. Ouais, parce que j'ai déjà regardé aussi AEW du côté de Double or Nothing que j'ai vu. Et tous les shows qui sont passés, je les ai tous vus. Et que je regarde toujours même. Donc il a fallu qu'il remporte le titre universel Bray Wyatt à Crown Jewel. Alors que ça aurait pu être à NSL. Je suis sûr que la cage à enfer, ce serait le terrain de jeu parfait pour le démon. Pour le monstre, bref, appelez-le comme vous voulez. Et bien là, il s'attaque à qui? À Daniel Bryan. Donc il a comme victime potentielle, si je crois bien. Il va encore s'acharner sur Daniel Bryan après que ça se termine au Royal Rumble de 2020, je pense. C'était quand même pas mal ce match-là. Même si je me suis un peu attardé sur les histoires des creepypastas. Mais bon, vaut mieux que j'en parle quand même des creepypastas, vu comment c'est des trucs qui m'ont un peu, un peu choqué, qu'il y en a qui m'ont fait mal dormir la nuit. Et c'est vrai qu'on voit la tête de Wyatt, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas envie de dormir la nuit en voyant son masque. Mais ça marchait. Ça marchait tellement bien. Sa gimmick fonctionnait tellement bien que ça devient un mème pour la WWE. Même si aujourd'hui on a la gimmick de Oncle Howdy. Mais bon, je vais pas dévoiler qui c'est. Après, ce serait, on va dire, un potentiel spoil qu'il y en a qui le feront. Parce que je sais qu'il y en a qui le font spoiler. Et je me rappelle une très très grande domination de Bray Wyatt sur Daniel Bryan. Même si Bryan, il se défendait très bien. Mais Wyatt, quelle furie, quelle fureur de se défendre. Car franchement, il se laisse vraiment pas du tout faire. Parce que pour tuer un monstre, il faut aller à bout du monstre. Il faut vraiment y aller. Hein. Et bien, à chaque fois, il fait preuve de résistance. Les Ronini, les Yes-Lock, rien ne passe. Vraiment, rien ne passe. Jusqu'à ce que Bray Wyatt, si je crois bien, il fait un craquage de nuque à Bryan. Et après, Bray, il en termine avec son Mandible Claw. Donc il enfonce ses doigts dans la gorge de, de Daniel Bryan. J'allais dire autre chose, mais c'est Daniel Bryan. Pour la victoire. Et bien sûr, parce que l'arbitre fait le tomber. Donc il remporte le match pour la victoire. Donc voilà, il défend drastiquement son titre. Et qu'il ne perdra pas le titre, justement. Et j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai vraiment rien d'autre à vous dire. Voilà. Ce match-là, 3,60. Je le mets ça aussi. Donc ça fait 3 fois 3,60 en ce moment. Et maintenant, pour terminer, oui, pour clarifier les choses. Oui. Match à 5 contre 5 contre 5. Donc
équipe de SmackDown contre équipe de NXT contre équipe de Raw. Pour ça, je vais citer. Donc, dans l'équipe de SmackDown, il y avait Roman Reigns, Braun Strowman, le roi Baron Corbin, oh putain, le roi de mes couilles, oui. Ali ou Mustafa Ali et Shorty G, qui est Chad Gable, contre l'équipe de Raw, équipe de composée de Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton et Ricochet contre l'équipe de NXT, équipe composée de Tommaso Ciampa, Damien Priest, Matt Riddle, Keith Lee et Walter, qui est sous le nom de Gunther. Alors oui, je me rappelle que Walter, il a été vite éjecté du match. Il a été battu facilement. Donc lorsqu'il est arrivé, on croyait que Walter, qu'il allait perdre de manière lamentable. On a vraiment cru. On a vraiment peur, c'était pour lui. Eh ben, il s'était fait éliminer en premier. Bref, c'était un enterrement gratis. Mais après, on sait bien que lorsqu'il va arriver dans le roster, eh ben, il va carrément écraser tout sur son passage. Il va même battre un record, si je pense bien, pour le titre. En tout cas, si ça n'a pas encore été battu pour le record du titre intercontinental, en tout cas, c'est déjà un exploit. Et que son règne est tellement bon et qu'il donne de prestige au titre. Après, dans l'équipe de Raw, ben, forcément, il y avait Kevin Owens et Seth Rollins. Bien sûr, il y avait des petites tensions entre Owens et Rollins. Et je peux vous le dire, à cette période-là, Seth Rollins, en 2019, certes, il a été nommé catcheur de l'année. Mais en vrai, Seth Rollins, c'était un connard. À cette période-là, c'était un connard. Car lui, il défendait sa fédération comme si, voilà, vous critiquez pas ma fédération, voilà, vous n'êtes que des cons, il y a que du bonheur dans ce show. Parce que je me rappelle du tweet, et ça je vous l'avais peut-être déjà dit, il avait sorti un tweet comme quoi, qui, enfin, quelle fédération est la meilleure au monde. Eh bien lui pensait que ce serait la WWE, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Et bien sûr, on connaît l'histoire avec Will Ospreay qui disait je suis en vie, c'est moi le meilleur catcheur actuellement. Eh bien, il avait pris des propos très hautains et condescendants vers Ospreay, en le traitant de petit mec, en disant que ouais, on a déjà une nouvelle version de toi, en mieux, qui s'appelle Ricochet. Voilà, parce que c'est Ricochet, il fait des trucs acrobatiques et que c'est un des meilleurs catcheurs. Eh ben, ça force Ospreay à sortir son CV, l'air de dire qu'il a fait plus de matchs en 2019, et beaucoup de matchs 5 étoiles, parce qu'il faut dire il a tellement de matchs 5 étoiles, tellement qu'il a tellement de matchs 5 étoiles, qu'il est égalité avec celui de Mitsuharu Misawa. Non, je ne suis pas en train de déconner, il est égalité avec Mitsuharu Misawa. Et qu'il dit rattrape-moi petit mec, et qu'après il a été tellement con, Seth Rollins, en citant son CV en disant ah, tu veux parler de chiffres, eh ben à ce moment-là tu veux qu'on parle de notre compte en banque. Bref, c'était con, c'était vraiment con, c'était nul, et il était vraiment ridicule à ce moment-là, Seth Rollins, et que Will Ospreay n'avait pas compris d'un mauvais oreille ou d'un mauvais œil. Eh ben, il lui a retourné la question. Bien sûr, il a eu l'intervention de Chris Jericho en disant, juste pour info, Will Ospreay est plus grand et plus large que toi quand tu le traites de petit mec. Ou encore, Corbin, c'est un con. Il lui disait, pour info, moi j'ai fait plus de matchs en 2019 que n'importe qui d'autre. Et encore un dernier info, je ne sais pas qui est Will Ospreay, mais j'avais juste envie de participer pour m'amuser. Et que Ospreay a répondu à Corbin en disant ça m'étonne pas que Raw soit aussi à chier. Et après, quand il a compris qu'il a fait une erreur, Seth Rollins, eh ben il s'est excusé parce que voilà, il a dit de la merde. Voilà, il a dit de la merde, il a dit de la merde. Même quand il s'est un peu taclé envers Dean Ambrose, qui est John Moxley, alors qu'il était du côté de la AEW, il a voulu le tacler alors que justement John Moxley a fait tout ce qu'il fallait faire. Et bien sûr, on ne donnait que de la merde parce que la WWE n'écoutait personne à cause d'un vieux croulon. Et le vieux croulon, c'est qui? C'est McMahon. Voilà, je le dis parce que c'est vrai. Et que lorsque Seth Rollins dit que la WWE est le meilleur produit de catch au monde,
à cette période-là, c'est non. Il n'y a que NXT qui fonctionne très bien, mais quand c'est avec lui... Alors certes, oui, on est content quand c'est lui, mais c'est pas parce que tu vas porter la WWE sous tes épaules que ça va rendre une fédération meilleure. Il faut plusieurs personnes qui doivent être meilleures, pas une seule personne. Et quand tu réagis comme si on attaquait ta fédération, excuse-moi, c'est pas comme si ta fédération t'appartenait à toi. Bref, là, il se faisait passer pour le méchant fini de l'histoire. Hein. Mais bon, ça, c'était un passage de frustration envers Seth Rollins. Mais bon, c'est pas une frustration de peu au point. Et que je me rappelle, lors du lendemain de Survivor Series, il va tacler tout le monde. Surtout Kevin Owens en disant « Ah, voilà Monsieur NXT ». Ouais, parce qu'il faut savoir, c'est que Kevin Owens a fait son retour chez NXT avec son t-shirt KO qu'il avait au tout début lorsqu'il est arrivé. Eh ben, il avait prêté main forte à l'équipe de Tommaso Ciampa pour remporter le match. Voilà. Face à l'Undisputed Era, au passage. Et que lors de ce match-là, je me rappelle, il y avait l'équipe de Raw qui se sont fait éliminer, la moitié de l'équipe de SmackDown et la moitié de l'équipe de NXT. Jusqu'à ce qu'il reste Keith Lee contre Roman Reigns. Oui, Keith Lee contre Roman Reigns. Et là, il sait Keith Lee, parce que je me rappelle que Keith Lee, lui aussi, il a été un peu mal booké du côté de la WWE, en ajoutant des noms de merde. Berkett Keith Lee. Bref, c'est complètement nul qu'ils ont fait. Et en plus, ils aimaient pas son physique. Pourquoi? Parce que Keith Lee, on sait qu'il est gros. Je dis pas gros parce que c'est une insulte. On sait qu'il est gros, mais il peut faire un moonsault en plus. Même qu'il est gros, il sait faire un moonsault. Ou encore, il s'est tapé très fort en faisant double atémie sur les pecs. Hein. Eh ben, il tient face à Roman Reigns pour prouver à quel point, certes, je sais que tu vas peut-être en terminer vite fait, mais moi, je suis quand même résistant et que tu vas pas m'empêcher à faire ce que je veux faire dans le ring. Et ben après, une petite erreur de Keith Lee, il se fait spirer par Roman Reigns. Et à la fin, les deux, ils se serrent la main, si je crois bien, en guise de respect. Et ça laisse Roman Reigns fêter sur le ring. Donc c'est victoire de l'équipe de SmackDown. Et ce match-là, 3,70, je lui mets ça. Ensuite, match pour le titre de la WWE dans un No Horse Bar match. Alors oui, une rivalité entre les Mysterio et Brock Lesnar. Et que je me rappelle qu'à Crown Jewel, Brock Lesnar a dû affronter un ancien rivaux de la UFC, connu sous le nom de Ken Velasquez. Mais sauf que problème avec Ken Velasquez, il a pas de charisme en fait. Et en plus, on a l'impression qu'il est terriblement nerveux, qu'il est prêt aussi à exploser à tout moment. C'est un peu comme avec Ronda Rousey. Eh ben, on sent qu'il sait pas jouer le jeu en fait, il sait pas jouer le jeu. Et que, bon après son physique, il y a une autre histoire, je vais pas, on va dire, dire de plus. Mais je trouve que ça a été très mal amené de faire amener Ken Velasquez pour un match. Car je me rappelle, lorsqu'il affrontait Lesnar, il se faisait démolir. Car il a abandonné face à une Kimura. C'était pathétique. J'ai trouvé pathétique ce match-là. Et que Rey Mysterio veut se venger de cette brute épaisse qui le malmenait, qui le mutilait. Surtout quand il mutilait Dominique. Donc il voulait se venger, Rey Mysterio. Et du coup, sa vengeance aura un peu été vaine. Parce que malgré qu'il y a eu l'intervention de Dominique qui pouvait prêter main forte à son père, ça ne va pas suffire. Je me rappelle des German Suplex, que ce soit sur Dominique et Rey Mysterio. Et à la fin, c'est Brock qui remporte la confrontation avec un F5. Donc c'est victoire de Brock Lesnar. Ce match-là, 3,40. Pour le coup là, je mets 3,40. Et c'est bon, je passe à la suite et c'est le dernier. Donc, match triple menace de championne. Shayna Baszler, championne féminin de NXT, contre Becky Lynch, championne féminin de Raw, contre Bayley, championne féminin de SmackDown. Alors oui, Shayna Baszler, c'est la réelle amie de Ronda Rousey. Et qu'elle voulait directement confronter la championne de Raw.
vu comment la championne de SmackDown passait largement au second plan, ouais, parce qu'elle est quasiment ignorée dans cette confrontation alors qu'ils sont trois. Et pourtant, malgré qu'elle se fait un peu oublier Bailey, eh ben, elle veut prouver à ces deux-là qu'elle existe et qu'elles veulent les battre, quoi. Et que Bailey a fait un turn entre temps et qu'elle a changé de look, donc le look qu'on voit actuellement. Et quand Shayna Baszler est apparue, là c'est sûr, j'avais une seule envie de dire, si jamais elle quitte NXT pour le roster de Raw ou de SmackDown, poussez-la comme une vraie une vraie casseuse de tronche. Parce que on sait qu'elle a fait du MMA comme Ronda Rousey, sauf qu'elle dit qu'elle a fait du MMA avant Ronda Rousey, elle a fait du catch avant Ronda Rousey, et que malheureusement on ne donne pas sa chance à la reine de pique. Et que, un peu à l'image de Samoa Joe, elle a la prise de soumission qui a en finish, le Kirafuda Clutch. Donc, vu comment elle se fait appeler la magicienne des soumissions des rings. Et, euh, et lorsqu'on voit ben, les trois femmes qui s'affrontent, et que je me demande, est-ce que Ronda Rousey n'est pas dans le public? Parce que on se demande, ben, où est-ce qu'elle est passée? Est-ce qu'elle n'est pas dans les vestiaires? Est-ce qu'elle est chez elle? Vu comment elle était chez elle pour prendre une pause de presque 1 an et demi, entre guillemets. Même si j'avais dit 2 ans, mais j'exagérais. Eh ben, malgré les spots entre les trois femmes, certes, Bailey, elle était dans le match, bien sûr, elle était dans son délire de délivrance, pour délivrer le mal, mais sauf que le mal, c'est elle. Et Becky Lynch, totalement, on va dire, terre à terre, et qu'elle est indéterminée, eh ben, elle montre qui est the man, qui est l'homme. Tandis que Shayna, elle a tout approuvé en battant les deux femmes qu'elle affronte. Et si je crois bien, celle qui va servir de point, on va dire, faible dans ce match-là, ce sera Bailey suite à la tentation. Si je me rappelle bien, elle allait faire sa descente du coude à la manière de Macho Man et que Shayna l'attrape en vol et qu'elle fait son Kirafuda Clutch. Donc, elle fait abandonner Bailey. Et là, pour la fin, je vais vous dire ça. Je trouve que ça a été une très mauvaise idée de la part de la WWE de laisser Becky Lynch dernière debout, qu'elle met tout le monde KO. C'est plus, euh, c'est plus Shayna à mettre KO. Je trouve que ça a été une terrible erreur. Bien sûr, c'est pas elle qui remporte le match, mais je trouve que c'est une terrible erreur de la laisser elle en dernière à célébrer le moment. Parce que pour moi, c'est le moment de la NXT. Il faut célébrer le moment de la NXT et pas l'inverse. Donc ça, c'est une terrible de chez terrible idée. Donc ça aurait pu être Shayna Baszler qui célèbre avec le public. Et qui sait, avec tous les catcheurs et catcheuses de chez NXT, voilà, pour célébrer leur victoire. Parce que du côté de chez NXT, ils ont eu énormément de victoires. Et je vais pas vous mentir. Excusez-moi si mon chien ne fait qu'aboyer. Attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, un premier temps, c'est l'équipe de SmackDown qui remporte. Donc, ça fait un point. Donc, équipe de NXT, ils remportent un point. Du côté de Raw, ils remportent un point. Donc, ils étaient 1-1-1 partout. Après, du côté de chez NXT, là, c'est 2 points. Encore 2 points quand c'était à l'affrontement intercontinental nord-américain des États-Unis. Encore un point du côté de chez NXT, alors que c'était un match pour le titre NXT, donc ça fait un point. Un point du côté de SmackDown, un point encore du côté de SmackDown, un point du côté de Raw, et à la fin, un point du côté de NXT. Donc attendez, pour mieux récapituler. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 du côté de chez NXT. Et du côté de SmackDown, 1, 2, 3,
Ouais, 3 du côté de SmackDown. Et du côté de Raw, 1, 2. Ouais, ça fait 2. Putain. Donc de 5 à 3 à 2. Putain. Même si j'ai un peu dérapé dans les chiffres comme ça, mais vous voyez le délire. Pour ce match-là, entre les trois femmes, bah, je mets 3,70. Allez, 3,70, c'était pas non plus très nul. Et du côté de chez les hommes, je ne sais pas si j'ai dit, mais je mets un 3,70 ou 80 si je ne l'ai pas dit. Bref, je ne sais plus ce que je raconte, il faudrait que je regarde la vidéo pour en être sûr. Et que moi, ben, pour l'instant, je vais mettre fin à cette review. Donc voilà. Pour les matchs, les événements, promos et l'ensemble, euh, je lui mets un 4,50. Je lui mets ça, vu comment j'ai adoré ce Survivor Series. Et sérieusement, j'ai vraiment bien adoré. Et que je termine. Donc c'est tout pour cette review, c'est DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye tout le monde.